Au mariage de ma sœur, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Excuse-toi ou sors. Nous ne voulons pas de toi ici, devant tout le monde. » Je me suis éloigné en silence. Le lendemain, elle a appelé « Léla, j'ai besoin des clés du ranch. » J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai dit 4 mots qu'elle n'oubliera jamais. Je m'appelle Hila. J'ai 31 ans et je gère le ranch de Whitmore Ridge, la terre que mon père et ma mère ont laissée derrière eux quand ils sont décédés. Ce soir, je n'étais pas là en tant que gérante du ranch. J'étais là en tant que sœur cadette de la mariée. Marianne, ma sœur, la femme qui me tressait les cheveux quand nous étions enfants, qui jurait qu'elle me protégerait toujours. Debout dans ce jardin, j'ai réalisé depuis combien de temps je ne m'étais pas senti sa sœur au lieu d'une parente éloignée qu'elle tolérait par obligation. Les invités étaient pour la plupart des gens de la ville, Denver, Boulder, des endroits où les gens parlent vite et mesurent le succès en promotion et en mètres carrés. Je ne reconnaissais presque personne. Leur conversation flottait jusqu'à moi. Immobilier, investissement, projet de voyage. Quelqu'un riait de la circulation comme si c'était un traumatisme partagé. J'ai ajusté ma robe, quelque chose de simple et modeste, rien de tape à accent grave-l'œil. Je l'avais choisi avec soin, espérant ne pas me faire remarquer. Mais la vérité, c'est que je me démarquais quand même, non pas à cause de ce que je portais, mais à cause de d'où je venais. La vie du ranch me collait à la peau d'une manière que je ne pourrais jamais laver. Je me suis arrêté près du bord de la foule et j'ai pris une lente inspiration. Si vous écoutez ceci en ce moment, je me demande où vous êtes. Peut-être que vous pliez du linge, que vous rentrez chez vous en voiture ou que vous êtes assis avec une tasse de café qui est refroidie sans que vous vous en rendiez compte. Pour ma part, j'étais debout sous le ciel du Wyoming, entouré d'inconnus, sur le point de perdre quelque chose que je ne savais même pas qu'on pouvait me prendre. Marianne était magnifique. Je lui accorderais ça. Sa robe était élégante, parfaitement ajustée, du genre qu'on voit dans les magazines. Ses cheveux étaient relevés, chaque mèche à sa place. Elle avait l'air calme, presque royale, comme si elle était enfin devenue la femme qu'elle avait toujours voulu être. À ses côtés se tenait Caleb Roer, son fiancé. Grand, bien habillé, confiant de cette manière tranquille que les hommes acquièrent quand ils croient que tout est déjà sous leur contrôle. Il ne souriait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était un sourire exercé, mesuré. Le genre de sourire qui dit « je sais exactement ce que je fais ». Je les observais de loin, incertaine de quand ou si je devais m'approcher. Je ne voulais pas interrompre. Je ne voulais pas faire de scène. Tout ce que je voulais, c'était rester là, regarder ma sœur se marier, et partir tranquillement. C'était le plan que j'avais répété dans ma tête pendant tout le trajet. Ça ne s'est pas passé comme ça. Marianne m'a remarqué avant que je ne la remarque me regardant. J'ai d'abord senti cette conscience soudaine d'être observé. Quand nos regards se sont croisés, quelque chose a changé dans son expression. Pas de la surprise, pas de la chaleur, quelque chose de plus dur. Elle s'est excusée auprès d'un groupe d'invités et s'est dirigée vers moi. C'est pas rapide et précis. Caleb suivait à quelques pas derrière, silencieux comme toujours. Elle s'est arrêtée devant moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum, quelque chose de vif et de chair. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Excuse-toi ou va-t'en. Nous ne voulons pas de toi ici. » Les mots tombèrent lourdement, comme une gifle que je ne pouvais pas parer. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu. La musique continuait de jouer. Des rires fusaient quelque part derrière nous. Des verres s'entrechoquaient. La vie continuait comme si rien ne venait de se passer. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. M'excuser de quoi? La question s'est formée dans ma tête, mais elle n'a jamais franchi mes lèvres. Caleb se tenait à côté d'elle, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait. Il a regardé au-delà de moi, par-dessus mon épaule, comme si j'étais déjà parti. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Toutes les conversations autour de nous semblaient s'estomper, remplacées par le son de mon propre cœur qui battait. Je pouvais sentir les yeux se tourner vers nous, curieux, avides. Je savais ce qu'ils voyaient. La sœur gênante, le problème, celle qui ne cadrait pas tout à fait avec le tableau. J'ai cherché sur le visage de Marianne un signe que c'était une erreur, un malentendu que nous pourrions éclaircir tranquillement. Il n'y avait rien. Sa mâchoire était serrée.
Ses yeux étaient froids. Ce n'était pas impulsif. C'était une décision. Excuse-toi ou va-t'en. Nous ne voulons pas de toi ici. Je ne savais toujours pas de quoi je devais m'excuser. Rester au ranch, ne pas vendre, ne pas déménager en ville, être qui j'étais. Tout cela a traversé mon esprit en même temps. Des années de tension inexprimée condensées en une seule phrase cruelle. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu lui demander de s'expliquer. J'aurais pu lui rappeler tout ce que nous avions traversé. Papa nous apprenant à monter à cheval. Maman préparant nos déjeuners pour l'école. Les nuits après leur départ, quand il n'y avait plus que nous deux et que la maison semblait trop grande et trop silencieuse. J'aurais pu dire tout ça. Au lieu de ça, je n'ai rien fait. J'ai hoché la tête une fois, un petit mouvement presque poli. Je me suis détourné avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Avant que je ne puisse dire quelque chose que je pourrais regretter. J'ai pris mon sac à main sur la chaise où je l'avais posé et je me suis dirigé vers la sortie. Personne ne m'a arrêté. C'est la partie qui a fait le plus mal. En traversant le jardin, les conversations se sont interrompues, puis ont repris. Je sentais leurs yeux dans mon dos, je me sentais rapetissé sous leur jugement. Au moment où j'ai atteint le parking, mes mains tremblaient. J'ai tâtonné pour trouver mes clés, le métal froid contre ma peau. Je me suis assise dans mon camion un moment, fixant le volant, respirant par courtes rafales irrégulières. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Le trajet de retour au ranch fut silencieux. La route s'étendait devant moi, familière et réconfortante d'une manière que rien d'autre n'était ce soir-là. Les lumières du lieu de la réception ont disparu dans mon rétroviseur, remplacées par l'obscurité et les terres ouvertes. J'ai baissé la vitre et laissé l'air frais me frapper le visage. Ça m'a aidé à respirer. Au moment où je suis arrivé dans l'allée, la maison était sombre. J'ai coupé le moteur et je suis resté assise là, écoutant les bruits de la nuit. Les grillons, le vent qui bougeait dans les arbres. Le ranch était exactement comme je l'avais laissé, stable, inchangé, en attente. Je suis entré et j'ai enlevé mes chaussures d'un coup de pied. J'ai posé mon sac sur la table et je me suis appuyé contre le comptoir, laissant enfin le poids de la soirée s'installer. J'ai pensé à papa, à la façon dont il disait que la terre se souvient de ceux qui en prennent soin. Je me suis demandé ce qu'il aurait dit s'il avait vu ce qui s'était passé ce soir. Je me suis demandé s'il m'aurait dit de me battre ou s'il m'aurait dit de m'en aller, comme je l'avais fait. Plus tard, allongé dans mon lit, fixant le plafond, je repassais les mots de Marianne encore et encore. Excuse-toi ou va-t'en. Nous ne voulons pas de toi ici. Chaque fois, il coupait un peu plus profondément. J'ai alors réalisé quelque chose que je ne voulais pas admettre. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. Il s'agissait de savoir qui appartenait et qui n'appartenait pas. Quand mon téléphone a vibré sur la table de nuit, je l'ai ignoré. Quoi que ce soit qui devait suivre pouvait attendre le matin. J'ai fermé les yeux, sachant que ce jour avait changé quelque chose entre ma sœur et moi qui ne pourrait peut-être jamais complètement guérir. Et alors que le sommeil s'insinuait enfin, je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. Cette pensée me suivait dans la maison comme une ombre que je ne pouvais pas semer. Je suis resté allongé là un long moment, écoutant le silence s'installer dans les murs. Le genre de silence qu'on n'obtient qu'ici, quand le vent ralentit et que les animaux ont finalement cessé de s'agiter. Le ventilateur de plafond tournait avec un léger cliquetis, régulier et familier, mais mon esprit refusait de s'y accorder. Chaque fois que je commençais à m'assoupir, je revoyais le visage de ma sœur. J'entendais à nouveau sa voix. Je sentais à nouveau la chaleur de l'embarras me monter au cou. Je me suis levé avant le lever du soleil, non pas parce que j'étais reposé, mais parce que rester au lit me donnait l'impression de perdre. Les lattes du plancher étaient froides sous mes pieds. J'ai enfilé un vieux sweatshirt qui sentait encore vaguement le cèdre du placard, puis je suis allé dans la cuisine et j'ai allumé la lumière au-dessus de l'évier. L'ampoule a vacillé une fois avant de se stabiliser, et la lueur jaune a rempli la pièce. J'ai mis la bouilloire à chauffer, et pendant qu'elle chauffait, je suis resté à la fenêtre à regarder la première lueur grise du matin toucher la crête lointaine. Le ranch de Whitmore Ridge ne se réveille pas d'un seul coup. Il prend vie par morceaux. Un portail grince au loin. Un oiseau appelle depuis les peupliers près du ruisseau. Quelque part derrière la grange, un cheval bouge et s'ébroue comme s'il s'éclaircissait la gorge. J'ai toujours aimé ça. C'est comme si la terre s'étirait, se préparant pour la journée. Certaines personnes se réveillent au son de la circulation et des sirènes.
Je me réveille au son d'animaux qui respirent et du ciel ouvert. Quand la bouilloire a commencé à siffler, j'ai versé de l'eau chaude dans ma tasse et j'y ai mis un sachet de thé. Le café m'aurait trop serré l'estomac. Le thé était plus doux. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table en bois usé que ma mère polissait avec de l'huile de citron le dimanche, et j'ai laissé la chaleur réchauffer mes mains. La maison sentait le thé et le vieux pain. Elle sentait la maison. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû appeler ma sœur et exiger une explication. J'aurais dû repasser en revue chaque mauvaise chose qu'elle avait jamais faite jusqu'à ce que la colère finisse par se consumer. Mais ce que je ressentais le plus, c'était quelque chose de plus doux et de pire, une douleur creuse. Comme un deuil mais sans la finalité. Comme si j'avais perdu quelqu'un qui était encore là dehors, à rire pour des étrangers, à choisir une vie qui ne m'incluait pas. J'ai regardé le crochet près de la porte arrière où mes clés de ranch étaient toujours accrochées. Elles étaient sur un simple anneau, rien de sophistiqué. Quelques clés en laiton et une plus lourde avec une tête vieille et usée. Je les ai attrapées comme je le faisais toujours, sans réfléchir, et je les ai glissées dans ma poche. Juste une habitude, juste une partie de la routine pour m'habiller pour la journée. Je ne me suis pas arrêté pour les admirer ou leur attribuer une signification. C'étaient juste des clés. Elles ouvraient ce qui devait être ouvert. Dehors, l'air avait cette morsure vive du Wyoming qui vous réveille rapidement. Le gravier crissait sous mes bottes alors que je marchais vers la grange. Le toit de la grange découpait une forme sombre contre le ciel plus clair, et l'odeur m'a frappé dès que j'ai ouvert la porte. Foin, poussière de cuir, animaux. Je l'ai inspiré et j'ai senti mes épaules se détendre un peu. Cet endroit a toujours été honnête avec moi. Il n'a jamais fait semblant. Il n'a jamais souri gentiment pour ensuite me tourner le dos. Si une clôture était cassée, elle était cassée. Si un cheval avait faim, il s'assurait que vous le sachiez. J'ai d'abord nourri les poules. Elles se sont précipitées vers le portail comme si j'étais en retard et qu'elles mouraient de faim depuis une semaine. Leurs petites pattes grattaient la terre, et elles gloussaient bruyamment, indignées. J'ai dispersé les graines et je les ai regardées se calmer en commençant à picorer. Ensuite, j'ai porté un seau de grains aux chevaux. Dakota, ma jument plus âgée, a pressé son nez contre mon épaule dès que je suis entré dans son box. Son souffle était chaud et humide contre ma joue. Je l'ai gratté derrière l'oreille comme elle aime, et elle s'est penchée contre moi. Tu es la seule dans cette maison qui ne me fait jamais sentir indésirable, ai-je murmuré, et j'ai presque ri de moi-même de l'avoir dit à voix haute. Pendant que je travaillais, mon esprit continuait de glisser en arrière, même quand j'essayais de le maintenir dans le présent. C'était comme si mes mains savaient quoi faire. Mais mon cœur était toujours debout dans ce jardin de mariage, fixant ma sœur comme si elle était une étrangère. Quand papa est mort, j'étais assez jeune pour que le mot « toujours » semble encore théorique. Les gens le disent tout le temps. Amour pour toujours, famille pour toujours, maison pour toujours. La mort de papa a été la première fois où j'ai compris que « toujours » signifie que vous ne les récupérez pas. Il est parti en 2012, et je me souviens plus du matin après les funérailles que des funérailles elles-mêmes. La maison était trop silencieuse. La cafetière était froide. Les bottes de papa étaient encore près de la porte, boueuses, comme s'il pouvait entrer et me gronder pour avoir sali le sol de la cuisine. Maman a essayé si fort de nous maintenir ensemble. Elle gardait des routines comme si c'était des radeaux de sauvetage. Dîner à 18h même si aucun de nous n'avait faim, lessive le samedi, église le dimanche. Même quand elle avait l'air de vouloir se glisser sous le banc et dormir pendant un an, elle se tenait à l'évier pour faire la vaisselle, regardant par la fenêtre le pâturage où papa avait l'habitude de monter à cheval, et ses yeux devenaient vitreux. Quand elle me remarquait en train de la regarder, elle clignait des yeux rapidement et me donnait un sourire qui n'atteignait pas tout à fait sa cible. « On s'en sortira, ma chérie », disait-elle. On sale l'une l'autre. Mais le deuil n'est pas une ligne droite. Et il se fiche de savoir à quel point vous voulez que les choses aillent bien. Maman a tenu 2 ans de plus. 2 ans à se pousser trop fort, à porter des poids que personne ne devrait porter seul. Elle est partie en 2014, et le jour où nous avons reçu l'appel, Marianne n'a pas pleuré. Elle est juste devenue très immobile, comme si une porte s'était refermée à l'intérieur d'elle. J'ai pleuré assez pour nous deux. Je me souviens d'être assise sur le sol de la cuisine, le dos contre le placard, mon téléphone à la main, avec l'impression de tomber dans le vide. Après maman, le ranch est devenu quelque chose de différent pour chacune de nous. Pour moi, c'était la dernière pièce vivante de papa et maman.
C'était là où leurs mains avaient touché des choses qui existaient encore. La rampe du Porsche que papa a réparé. Le jardin que maman a planté. Les poteaux de clôture qu'ils ont peints ensemble. La terre qui contenait tous nos souvenirs, bons et mauvais. Comme des couches dans le sol. Pour Marianne, le ranch est devenu un poids à sa cheville. Elle a commencé à parler de Denver presque immédiatement, comme si la ville était une corde qu'elle pouvait saisir pour s'extraire du deuil. Elle voulait du bruit, des lumières et des gens qui ne connaissaient pas notre histoire. Elle voulait de l'air frais qui ne sentait pas le foin et la poussière. Elle voulait cesser d'être la fille que tout le monde plaignait en ville. Je me souviens d'une nuit, peu après maman, nous étions assises sur le porche, enveloppées dans des couvertures. Les étoiles étaient si brillantes qu'elles semblaient assez proches pour être touchées. J'ai dit à Marianne que je pensais rester, au moins pour un temps, pour faire tourner l'endroit. Je m'attendais à ce qu'elle soit soulagée. Au lieu de ça, elle a détourné son visage de moi et a dit qu'elle ne pouvait plus respirer ici. Ce ranch est un cimetière, a-t-elle dit, sa voix tendue. Chaque coin, c'est eux. Chaque pièce est un rappel. J'ai besoin de sortir d'ici avant que ça ne m'avale tout entière. Je ne savais pas quoi dire. Je comprenais sa douleur. Vraiment, mais je sentais aussi quelque chose de vif se tordre en moi, comme si elle qualifiait mon amour pour cet endroit de maladie. Si tu pars, ai-je demandé, qu'est-ce qu'il advient du ranch? Elle a haussé les épaules, tirant la couverture plus haut autour d'elle comme si ma question était inopportune. Tu t'en occuperas. Tu le fais toujours. Ce fut le début du schéma. Marianne reculait. Moi, j'avançais, non pas parce que j'étais plus forte, mais parce que quelqu'un devait maintenir les lumières allumées. Quelqu'un devait payer les impôts fonciers. Quelqu'un devait réparer le tuyau cassé lorsque la pompe du puits a gelé en janvier. Quelqu'un devait s'asseoir à la table de la cuisine avec une pile d'enveloppes et déterminer quelles factures pouvaient attendre et lesquelles ne le pouvaient pas. La première année après maman, j'ai appris plus sur l'argent que je n'aurais jamais voulu en savoir. La vie au ranch semble simple de l'extérieur. Les gens, les couchers de soleil, les chevaux et une femme en chemise de flanelle sirotant un café sur un porche. Ils n'imaginent pas les feuilles de calcul, les permis, les assurances, les réparations qui ne s'arrêtent jamais. Ils ne m'imaginent pas assise en attente au téléphone avec le bureau du comté, écoutant une musique d'ascenseur, essayant de poser des questions que je comprenais à peine sans avoir l'air d'une idiote. Il y a eu des semaines où j'avais l'impression que le ranch était un animal affamé, et que j'étais la seule à le nourrir. J'ai trouvé le vieux classeur de papa dans le bureau, bourré de papiers qu'il avait conservés pendant des années. Des reçus, des contrats, des notes écrites de sa main désordonnée. Je me suis assise par terre et j'ai tout trié, les genoux douloureux, les yeux brûlants à force de fixer les petits caractères. Je voulais appeler papa et lui demander ce que signifiait un formulaire particulier. Je voulais l'entendre dire « Calme-toi, ma petite. Ce n'est pas si compliqué. » Mais tout ce que j'avais, c'était le silence et ma propre obstination. Lentement, je suis devenu meilleur. J'ai trouvé un comptable en ville qui ne me traitait pas comme une enfant. J'ai appris à suivre les dépenses. J'ai appris ce qui devait être réparé maintenant et ce qui pouvait attendre le printemps. J'ai appris la différence entre être sentimental et être imprudent. J'ai appris à continuer même quand ma poitrine semblait contenir une pierre. C'est la partie que les gens ne voient pas quand ils supposent que je suis resté parce que je n'avais nulle part où aller. Je suis resté parce que j'ai refusé de laisser la dernière chose que ma famille a construite s'effondrer. Marianne a déménagé à Denver. Au début, elle appelait souvent. Elle me parlait de son appartement, de son travail, des restaurants qu'elle aimait. Sa voix s'élevait quand elle parlait de la vie en ville, comme si elle respirait à nouveau. Elle demandait des nouvelles du ranch comme on demande des nouvelles d'un vieux voisin. Comment ça va là-bas? Toujours calme, toujours pareil. Avec le temps, les appels sont devenus plus courts. Puis moins fréquents, puis principalement limités aux vacances, aux anniversaires, à des SMS occasionnels avec un emoji cœur qui semblait être un substitut à une véritable attention. Parfois, elle revenait pour un week-end. Elle sortait de sa voiture avec des bottes propres qui n'avaient jamais touché la boue, regardait la maison et soupirait. Elle soupirait toujours, comme si le ranch l'offensait simplement par son existence. Elle parcourait les pièces et disait des choses comme « ça sent le vieux bois » ou « c'est si sombre ici » ou « tu devrais vraiment moderniser cet endroit ». Elle le disait avec légèreté, mais ça tombait comme une critique. Chaque fois,
je ravalais mon irritation et je me rappelais qu'elle faisait son deuil à sa manière, qu'elle faisait ce qu'elle devait faire pour survivre, qu'elle était ma sœur et que nous avions déjà trop perdu. Cette nuit-là, après le mariage, en rentrant de Jackson Hole, je me suis dit la même chose. Marianne avait été stressée. Les mariages rendent les gens bizarres. Elle avait dit quelque chose d'horrible. Mais peut-être qu'elle ne l'avait pas pensé comme ça sonnait. Peut-être qu'elle avait été embarrassée par moi. Peut-être qu'elle avait essayé d'impressionner les gens. Rien de tout cela n'était juste, mais je pouvais encore l'expliquer si j'essayais. J'ai terminé les corvées du matin et je suis retourné vers la maison. Le soleil avait enfin franchi la crête, colorant la neige sur les sommets lointains d'un rose pâle. C'était beau d'une manière tranquille qui ne demandait jamais d'attention. À l'intérieur, je me suis lavé les mains à l'évier et j'ai regardé les bulles de savon tournoyer dans le siphon. Mon téléphone était sur le comptoir, sombre et silencieux. Pas de nouveaux messages, pas d'appels manqués, rien. Je me suis dit que j'étais soulagé. Je me suis dit qu'il valait mieux ne pas avoir de nouvelles de Marianne tout de suite. Je me suis dit que le mariage était un seul moment laid dans une longue relation compliquée et que ça passerait. Puis j'ai séché mes mains, j'ai pris les clés de ma poche et je les ai raccrochées au crochet près de la porte, comme je le faisais toujours. Le métal a cliqué doucement contre le bois. Un petit son, un son ordinaire. Je suis resté là une seconde de plus que nécessaire, à l'écouter. Après tout ce qui s'était passé la nuit dernière, je croyais encore que ça passerait. Je croyais encore que ma sœur se réveillerait, aurait honte et m'appellerait pour s'excuser. Je croyais encore que la famille, au bout du compte, signifiait quelque chose de plus fort que la fierté. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je me suis dirigé vers le couloir, faisant déjà une liste mentale de ce que je devais faire avant midi, comme si rester occupé pouvait empêcher mon cœur de trop réfléchir. J'ai vérifié la météo sur mon téléphone, puis le calendrier du ranch sur le frigo, puis l'inventaire des aliments griffonnés sur un bloc-notes près de l'évier. Des choses ordinaires, des choses sûres. Le genre de routine qui me calmait habituellement. Le téléphone a sonné quand même. Ça m'a tellement surprise que j'ai failli laisser tomber le bloc-notes. Le son a traversé la maison silencieuse comme une lame. J'ai regardé l'écran et j'ai senti mon estomac se nouer. Marianne. Pendant une seconde, j'ai envisagé de laisser sonner jusqu'à la messagerie vocale. Non par dépit, par autoprotection. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Je ne faisais pas confiance à ce qui pourrait sortir de ma bouche si j'entendais la sienne à nouveau. Mais l'appel continuait de sonner, régulier et insistant. Et quelque chose en moi, ce vieux réflexe de quand nous étions filles et que je répondais toujours pour elle, a fait glisser mon pouce sur l'écran. Allô. Sa voix est sortie, vive et sèche, comme si elle passait un appel professionnel. Pas de douceur, pas d'hésitation, comme si la nuit dernière avait été un bref événement météorologique qui était passé et n'avait pas besoin d'être mentionné. J'ai besoin des clés du ranch. Pendant un instant, mon cerveau n'a pas traité les mots. C'était comme si elle avait parlé dans une langue que je ne connaissais pas. Puis ils ont atterri, lourds, déplacés. J'ai agrippé le bord du comptoir avec ma main libre. Les clés du ranch. J'ai jeté un coup d'œil au crochet près de la porte arrière où elles étaient habituellement accrochées. Elles n'y étaient pas parce qu'elles étaient dans ma poche, exactement là où je les avais mises après les corvées. Je sentais leur poids à travers le tissu de mon jean. Soudainement consciente d'elles d'une manière que je n'avais jamais été auparavant. Quoi, ai-je dit, et ma voix semblait trop calme, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Que veux-tu dire par « tu en as besoin » ? Il y a eu une pause, juste assez longue pour que j'entende des sons étouffés de son côté. Des voix, du mouvement, un léger cliquetis comme un verre posé sur une table. Pour les papiers, a-t-elle dit, pour la planification. Nous avons des choses à gérer maintenant que le mariage est terminé. Planification de quoi? Une autre pause. Son souffle est passé par le téléphone, impatient. Tu sais bien, a-t-elle dit, comme si j'étais lente. Les affaires du ranch. Nous avons besoin d'un accès. Nous devons commencer à faire des changements. Des changements. Le mot m'a frappé comme une sonnette d'alarme. Mon esprit a revu son visage de la nuit dernière, froid et décidé. Excuse-toi ou va-t'en. Nous ne voulons pas de toi ici. Ce matin, elle ne demandait pas pourquoi j'étais parti. Elle ne s'excusait pas. Elle demandait des clés comme si elle me demandait de lui faire suivre son courrier. Marianne, ai-je dit prudemment, de quoi parles-tu? Elle a soupiré,
de la même manière qu'elle soupirait quand nous étions adolescentes et que je lui demandais de nettoyer sa chambre. Arrête de rendre ça dramatique. Nous avons juste besoin des clés pour pouvoir passer et jeter un œil à l'endroit. Nous devons rencontrer quelqu'un, et nous devons pouvoir entrer sans t'attendre. Rencontrer quelqu'un. La peau de ma nuque s'est hérissée. Mes yeux se sont tournés vers la porte du bureau au bout du couloir, fermée, silencieuse. Le vieux classeur de papa était là-dedans. Les papiers de maman. Les documents de la fiducie que je gardais dans un tiroir verrouillé. Des choses que je ne laissais personne manipuler à la légère, pas même la famille, parce que le monde se fiche de qui vous aimez quand vient le temps de vous prendre quelque chose. Pourquoi auriez-vous besoin d'entrer sans moi, ai-je demandé. Parce que tu es toujours occupé, a rétorqué Marianne. Puis elle a adouci son ton, comme si elle réalisait qu'elle avait l'air dure. Parce que tu cours toujours partout avec les corvées et les animaux et tout le reste. J'essaie de rendre ça plus facile, Plus facile pour qui? Pour tout le monde, a-t-elle dit. Pour toi aussi. Si tu arrêtais d'être têtu. Nous devons faire quelques rénovations. Rien de majeur, juste des mises à jour, de la paperasse. Peut-être parler à un entrepreneur. Peut-être parler au comté pour les permis. Des permis? J'ai senti ma bouche s'assécher. Ce n'était pas un mot anodin. Ce n'était pas une couleur de peinture et quelques coussins. C'était structurel. C'était officiel. C'était de l'argent. C'était une intention. Marianne, ai-je dit, j'ai besoin que tu ralentisses et que tu me dises ce que tu veux dire. Rénover quoi? La maison principale, a-t-elle dit. L'entrée. La cuisine, peut-être les chambres d'amis. C'est démodé. Tu le sais. Nous voulons moderniser. Le vieux mot familier, moderniser. Elle l'avait dit si souvent au fil des ans, comme si c'était un sort magique qui réparait tout ce qu'elle n'aimait pas dans son passé. J'ai dégluti. Mes mains étaient froides. Tu viens de te marier hier soir. Pourquoi parles-tu de ma cuisine? Parce que ce n'est pas seulement ta cuisine, a-t-elle dit. Et voilà, une pointe plus acérée sous sa voix. C'est une propriété familiale. Nous devons la traiter comme si elle comptait. Elle compte, ai-je dit, et ma voix s'est élevée avant que je ne puisse l'arrêter. Elle compte pour moi parce que je vis ici. Je travaille ici. Je paie pour ça. Je la fais tourner. Marianne a reniflé, comme si j'étais déraisonnable. Il ne s'agit pas de toi qui joues à la reine du ranch. Il s'agit d'aller de l'avant. Je n'arrive pas à croire que nous fassions ça le lendemain de mon mariage. Mon mariage. Elle l'a dit comme un bouclier. Comme si je n'avais pas le droit de remettre quoi que ce soit en question aujourd'hui parce qu'elle avait porté du blanc la nuit dernière. Comme si elle avait gagné le droit de prendre tout ce qu'elle voulait parce qu'elle s'était tenue sous les lumières et avait souri pour les appareils photo. J'ai pressé mes doigts sur mon front et j'ai essayé de garder ma voix stable. Hier soir, tu m'as dit de m'excuser ou de partir. Tu m'as dit que tu ne voulais pas de moi là-bas devant tout le monde. Et maintenant tu m'appelles comme si de rien n'était pour demander les clés. Silence. Pas un silence stupéfait. Pas un silence coupable. Un silence stratégique. Le genre de silence qui achète du temps pour décider quelle histoire raconter. A-t-elle finalement dit, tu sais pourquoi j'ai dit ça? J'ai senti mon estomac se serrer. Vraiment? Tu as été froide avec moi pendant des mois, a-t-elle dit. Tu as à peine dit un mot pendant les fiançailles. Tu n'as jamais agi comme si tu étais heureuse pour moi. Tu me regardes toujours comme si je faisais quelque chose de mal. Et tu l'as encore fait hier soir. Tu es entré et tu es resté là avec ce visage, comme si tu me jugeais. Ma gorge s'est serrée. C'est ce que tu penses que j'ai fait. C'est ce que tu as fait, a-t-elle insisté. Et c'est épuisant. Je n'allais pas te laisser gâcher ma journée. J'ai regardé par la fenêtre le pâturage, l'herbe captant le soleil du matin. Je pouvais voir l'ombre de Dakota bouger près de la clôture. Tout là dehors semblait réel, solide, honnête. La conversation dans mon oreille ressemblait à de la fumée. Je n'ai pas gâché ta journée, ai-je dit doucement. Je suis resté au fond. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai rien dit. Je ne suis même pas venu te voir. Exactement, a-t-elle répliqué sèchement. Tu ne l'as pas fait. Tu as rendu évident que tu t'en fichais.
Ma poitrine s'est resserrée. Alors, tu voulais que je fasse semblant. Je voulais que tu me soutiennes, Hila. Comme une sœur, comme une famille. Je voulais que tu arrêtes d'agir comme si tu étais la seule à avoir des droits sur le ranch et la seule à savoir ce qui est le mieux. Voilà encore. Le ranch, toujours le ranch. Ce n'était jamais juste une question de sentiment. C'était toujours lié à la terre, au contrôle, à qui décidait de ce qui comptait comme un foyer. Marianne, ai-je dit, je ne fais pas ça au téléphone. Que me demandes-tu exactement? Les clés, a-t-elle répété, plus lentement, comme si elle parlait à un enfant. J'ai besoin des clés du ranch. J'ai entendu une autre voix en arrière-plan, basse, près du téléphone. Une voix d'homme. Calme, confiante. C'est juste pratique. Les mots se sont glissés comme quelqu'un glissant un couteau dans un tiroir. Silencieux et délibéré. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Tout mon corps s'est raidi. Je pouvais l'imaginer debout près d'elle, la main sur son dos comme au mariage. Se penchant avec ce sourire contrôlé, utilisant le même ton que l'on utilise pour expliquer quelque chose d'évident à quelqu'un que l'on pense être émotif. Marianne ne l'a pas corrigé. Elle ne lui a pas dit d'arrêter. Elle l'a laissé parler comme s'il avait sa place dans la conversation sur ma maison. Ma voix est sortie, mince. Est-ce qu'il est là? Marianne a hésité, puis a dit, oui, comme si elle était agacée que je demande. Nous sommes ensemble. Nous parlons de notre avenir, de ce qui est logique. J'ai fermé les yeux. Le mal de tête qui se cachait derrière mes tempes depuis le matin s'est soudainement intensifié. Tu m'appelles moins de 12 heures après ton mariage, ai-je dit. Et tu me demandes les clés de ma maison. Et il te dit que c'est pratique. Hila, ne commence pas, a prévenu Marianne. Commencer quoi? À agir comme si nous te prenions quelque chose, a-t-elle dit. Ce n'est pas le cas. Nous avons juste besoin d'un accès. Nous devons lancer la paperasse. Nous devons rencontrer un entrepreneur. Nous devons obtenir des devis. Ce n'est pas un gros problème, sauf si tu en fais un. J'ai senti à nouveau les clés dans ma poche. Ce petit poids solide. Mon esprit a parcouru tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris à la dure. Les documents de la fiducie, la responsabilité, le fait que même si Marianne avait une part en tant que bénéficiaire, elle n'était pas celle qui gérait le quotidien. Elle n'était pas celle qui avait passé des nuits blanches à s'inquiéter de savoir si la pompe du puits durerait une saison de plus. Surtout, elle n'était pas celle qui vivait ici. Ce n'était pas une maison de vacances. Ce n'était pas un trophée. C'était ma vie. Marianne, ai-je dit, j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi tu as besoin de clés physiques. Tu n'en as jamais eu besoin avant. Quand tu viens, je suis là. Les portes sont ouvertes. Tu entres comme tu l'as toujours fait. Pourquoi maintenant? Elle a laissé échapper un son qui était mi-rire, mi-ricanement. Parce que maintenant je suis marié. Parce que les choses changent. Parce que je ne vais pas continuer à demander la permission pour accéder à la propriété familiale. Accès pourquoi, Marianne? Dis-moi. Prévois-tu d'emménager? Non, a-t-elle dit trop vite. Ce n'est pas la question. Alors, quelle est la question? Une autre pause. Puis sa voix est devenue plus tranchante. La question, c'est que tu n'es plus la seule à avoir ton mot à dire. Tu agis comme si tu possédais l'endroit, et ce n'est pas le cas. Tu agis comme si tu pouvais tout décider, et ce n'est pas le cas. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je me suis appuyé contre le comptoir parce que mes genoux semblaient soudainement instables. J'ai décidé de certaines choses, ai-je dit, en forçant ma voix à rester calme, parce que c'est moi qui le gère. C'est moi qui paie les factures. C'est moi qui l'empêche de s'effondrer. C'est exactement ça le problème, a rétorqué Marianne. Tu te prends pour une héroïne. Tu te prends pour une martyre. Tu n'es ni l'une ni l'autre. Tu es juste têtu. Tu es coincé. Tu t'accroches à une vie qui est déjà partie. S'accrocher. Le mot m'a piqué. J'ai imaginé maman polissant cette table. Papa appuyé contre le chambranle de la porte dans sa chemise de travail, nous souriant comme si nous étions son monde entier. S'accrocher, c'est ce qu'on disait de quelqu'un qui refusait de passer à autre chose. Pas de quelqu'un qui tenait une promesse. Marianne, ai-je dit, et ma voix a tremblé malgré mes efforts.
J'ai besoin de temps. Je ne te donne pas les clés aujourd'hui. Pas comme ça. Pas sans savoir exactement ce que vous faites. À l'autre bout, je l'ai entendu inspirer brusquement, comme si je l'avais giflé. Tu es incroyable, a-t-elle dit. C'est toujours une question de contrôle avec toi. Non, ai-je dit. C'est une question de clarté. Tu veux un accès. Tu veux des rénovations. Tu veux des entrepreneurs. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas anodin. C'est ma maison. C'est une propriété familiale, a-t-elle répété, et sa voix s'est élevée. Arrête de dire ma maison comme si tu étais la seule à avoir perdu papa et maman. Arrête d'agir comme si le ranch était ton identité. J'ai tressailli, non pas parce qu'elle avait tort sur la partie de l'identité, mais parce qu'elle avait enfin dit ce qu'elle pensait vraiment, que le ranch n'était pas ma vie. C'était mon obsession, mon excuse, ma cage. J'ai pris une lente inspiration. Je pouvais sentir mes mains trembler. Je les ai forcées à s'immobiliser en posant ma paume à plat sur le comptoir. Je ne dis pas que tu ne les as pas perdus, ai-je dit. Je dis que je suis resté. Je suis resté quand tu es parti. Je suis resté quand c'était difficile. Je suis resté quand il n'y avait personne d'autre. Ce n'est pas du contrôle, Marianne, c'est ma responsabilité. Silence à nouveau. Et puis la voix de l'homme, plus proche maintenant, ferme et polie d'une manière qui me donnait la chair de poule. Nous essayons de t'aider. Je ne lui ai pas répondu. Je suis resté concentré sur ma sœur. Marianne, ai-je dit, je te rappellerai. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Je dois regarder les papiers. Je dois réfléchir. Tu as eu des années pour réfléchir, a-t-elle répliqué. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais je n'ai pas eu des années pour te regarder te transformer en quelqu'un qui me parle comme ça. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La maison était de nouveau silencieuse, mais elle ne semblait pas paisible. C'était comme le silence après qu'une porte claque. Un nouveau genre de silence, vif et en attente. Je suis resté là un long moment, le téléphone à la main, les yeux fixés sur rien. Puis j'ai glissé le téléphone sur le comptoir et j'ai plongé la main dans ma poche. J'ai sorti les clés et les ai tenues dans ma paume. Elles étaient chaudes de la chaleur de mon corps. De petits morceaux de métal ordinaire, mais ma main ne voulait pas s'arrêter de trembler. Je suis allé à la porte arrière et j'ai regardé le ranch. Le pâturage, la grange, la ligne de clôture qui disparaissait vers la crête. Tout avait l'air exactement comme d'habitude, comme si rien ne savait ce qui venait de commencer. Et c'est là que ça m'a frappé, clair et froid. Le mariage n'était pas la fin de notre tension. C'était le premier coup. Cette pensée s'est installée en moi au fil de la matinée, lourde et malvenue. J'ai accompli les gestes de la journée sans vraiment y être. J'ai rempli les abreuvoirs, vérifié la clôture sud et répondu à un email du fournisseur d'aliments. Mon corps faisait ce qu'il faisait toujours, mais mon esprit restait bloqué sur ce mot que Caleb avait glissé dans l'appel comme si de rien n'était. Pratique. Ça ne sonnait pas cruel. Ça ne sonnait pas agressif. C'était ça le danger. Pratique était le genre de mot qui faisait que les gens hochaient la tête sans demander ce que ça signifiait vraiment. C'était le mot que les gens utilisaient quand ils voulaient que quelque chose semble inévitable, raisonnable au-delà de l'émotion. Quand Caleb l'a dit, j'ai pu entendre la confiance derrière, la certitude que c'était déjà décidé, que je n'avais juste pas encore compris. Pendant que je travaillais, des souvenirs ont refait surface, pas de l'enfance cette fois, mais de moments plus petits au cours de l'année écoulée. Des conversations qui m'avaient semblé étranges à l'époque, mais qui n'avaient pas paru assez importantes pour être remises en question. La première fois que j'avais vraiment rencontré Caleb, c'était lors d'un dîner sur lequel Marianne avait insisté, qu'elle organisait quand ils étaient venus de Denver un automne. Il avait parcouru le ranch les mains dans les poches, hochant lentement la tête pendant que je lui faisais visiter. Il avait demandé combien d'acres nous gérions, à quoi ressemblaient les coûts d'entretien, si je suivais les dépenses numériquement ou si j'utilisais encore du papier. J'avais répondu poliment, supposant qu'il faisait juste la conversation. À un moment donné, près de la grange, il avait désigné le pâturage et avait dit que la terre était sous-utilisée. Pas gaspillée, pas négligée, sous-utilisée, comme si c'était une feuille de calcul avec des cellules vides. Je me souviens avoir ri, lui disant que l'élevage ne consistait pas à extraire chaque dollar du sol. Il m'avait souri en retour, un sourire mince et entendu, et avait dit que l'efficacité n'avait pas à être sans cœur.
Je ne savais pas alors qu'il était déjà en train de traduire ma vie en des termes qui avaient un sens pour lui. Plus tard, au dîner, il a parlé de solutions modernes, de systèmes automatisés, d'externalisation, de rationalisation. Il a dit tout cela avec désinvolture, comme des suggestions lancées en l'air. Marianne écoutait attentivement, hochant la tête, posant des questions. Elle répétait ces mots, les essayant comme de nouveaux vêtements. Moderne, efficace, évolutif. À l'époque, je me suis dit que ce n'était que des idées. Les gens parlent en grand quand ils sont amoureux. Les gens imaginent des avenirs sans vraiment s'y engager. Je n'ai pas insisté parce que je ne voulais pas être la sœur difficile. Je ne voulais pas prouver l'histoire que Marianne avait déjà commencé à raconter sur moi dans sa tête. Maintenant, debout dans la grange avec l'odeur du foin et de la poussière dans les poumons, ces mots me semblaient différents. Ils semblaient coordonnés. Après le déjeuner, je suis retourné dans la maison et je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai retrouvé de vieux emails, ceux que je lisais rarement mais que je ne supprimais jamais. Papa n'était pas très doué pour la technologie, mais vers la fin, quand ses mains étaient trop instables pour écrire de longues lettres, il avait appris à taper de courts messages. Un email en particulier m'était toujours resté en mémoire. Il était daté du début du printemps, peu avant qu'il ne tombe assez malade pour que le ranch cesse d'être une conversation et commence à être une inquiétude. Il avait écrit sur la pression extérieure, les promoteurs qui posaient des questions, les voisins qui vendaient des parcelles de terrain à des gens qui ne vivaient pas ici, qui voyaient l'espace ouvert comme une opportunité plutôt qu'une responsabilité. Il m'avait prévenu que des mots comme « amélioration » et « modernisation » n'étaient pas toujours ce qu'ils semblaient être. Les gens te diront que c'est pratique, écrivit-il. C'est comme ça qu'ils le font paraître inoffensif. Mais une fois que tu cèdes le contrôle, tu ne le récupères pas, j'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. À l'époque, j'avais pensé qu'il était juste prudent, protecteur de cette manière que les pères ont quand ils savent qu'ils partent trop tôt. Maintenant, j'avais l'impression qu'il parlait directement du moment que je vivais. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise, écoutant le silence de la maison. Le vieux plancher a craqué alors que la température changeait. L'horloge au mur faisait un tic-tac régulier. Tout ici bougeait à un rythme qui ne demandait la permission de personne. Mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification de mail. Pendant une fraction de seconde, mon cœur a bondi, m'attendant à Marianne. Au lieu de cela, c'était un message transféré d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Le nom qui y était attaché m'a serré l'estomac. Daniel Brox. L'objet était neutre. Demande de renseignements sur les documents de propriété. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté assise là, à regarder l'écran, le nom s'imprégnant en moi. Daniel Brox était l'avocat avec qui papa avait travaillé quand il avait mis en place la fiducie. Il n'était pas de la famille. Ce n'était pas quelqu'un que Marianne aurait dû contacter sans me mettre dans la boucle. Quand j'ai finalement ouvert l'email, il était bref et soigneusement formulé. Daniel se présentait, faisait référence à son travail antérieur avec ma famille et me demandait si j'avais le temps de discuter de quelques questions concernant l'accès et la planification future du ranch. Il mentionnait qu'il avait été contacté par Marianne concernant les prochaines étapes après son mariage. Il n'y avait aucune accusation dans l'email, aucune pression, juste une implication. Les choses avançaient, que j'y participe ou non. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, la mâchoire serrée. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas le stress du mariage. C'était un processus. Le langage était familier. Maintenant, accès, planification, prochaines étapes, pratique. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé, soudainement agité. J'ai traversé la maison, touchant le dos des chaises, le bord du comptoir, me reconnectant à l'espace physique. C'est ici que papa s'était appuyé après de longues journées, où maman avait ri quand la farine lui poudrait le nez. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas efficace. C'était réel. Plus j'y pensais, plus le schéma devenait clair. Caleb a introduit le langage. Marianne l'a adopté. Puis ils sont passés de la parole à l'action sans s'arrêter pour me demander si j'étais d'accord. Supposant que je me rangerais comme je l'avais toujours fait, parce que, tu t'en occuperas, tu le fais toujours. Cette phrase résonnait dans ma tête, non pas comme une insulte cette fois, mais comme une stratégie. Il comptait sur mon sens des responsabilités pour m'empêcher de résister, comptait sur moi pour ne pas vouloir de conflit, comptait sur moi pour arranger les choses.
Je me suis rassise et j'ai tapé une courte réponse à Daniel Brox, polie, non engageante. Je l'ai remercié de m'avoir contacté et j'ai dit que je le recontacterais après avoir examiné les documents pertinents. Je n'ai pas proposé de date. Je n'ai pas offert d'accès. Je ne me suis pas excusé. Quand j'ai cliqué sur envoyer, mes mains étaient stables. Ça m'a surprise. Alors que l'après-midi s'étirait, j'ai repassé les conversations avec Marianne sous ce nouvel angle. La façon dont elle avait commencé à dire « notre ranch » au lieu de « ton ranch » en parlant à ses amis. La façon dont elle esquivait quand je posais des questions sur leur projet, toujours vagues, toujours tournées vers l'avenir. La façon dont elle se hérissait quand je mentionnais des limites, comme si le concept lui-même était une insulte. J'avais pensé que nous gérions le deuil différemment, qu'elle avait besoin de distance et que j'avais besoin de proximité. Qu'aucune des deux approches n'était fausse. Je voyais maintenant que c'était plus que ça. Nous ne faisions pas seulement notre deuil différemment. Nous valorisions des choses entièrement différentes. En début de soirée, les nuages étaient arrivés, aplatissant la lumière extérieure. J'ai allumé une lampe dans le salon et je me suis assise avec un carnet, notant ce que je savais, ce que je ne savais pas, et quelles questions nécessitaient des réponses. Cela semblait excessif pour un problème familial, mais ce n'était plus seulement familial. Caleb n'aimait pas cet endroit. Il aimait ce qu'il pourrait devenir. Marianne aimait l'idée de laisser derrière elle ce qui la blessait, même si cela signifiait jeter ce qui nous avait tenus ensemble. Et moi, j'aimais le ranch, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était à nous, imparfait et têtu et toujours debout. J'ai pensé à rappeler Marianne, à essayer une fois de plus de discuter calmement. Mais chaque version de cette conversation dans ma tête se terminait de la même manière, moi m'expliquant et elle n'entendant que de la résistance. J'ai fermé le carnet et je me suis levé. Dehors, le vent s'était levé, faisant légèrement vibrer les fenêtres. Le ranch se moquait du côté pratique. Il répondait aux soins, à la présence, au temps. Alors que j'éteignais la lampe et me dirigeais vers le couloir, une dure vérité s'est installée en moi, une que je ne pouvais plus éviter. Ce n'était pas un malentendu familial qui pouvait être réglé avec des excuses ou une période de calme. C'était une offensive coordonnée, enveloppée dans un langage raisonnable, soutenue par la confiance et la paperasse. Et si je ne devenais pas très clair sur ma position, quelqu'un d'autre allait décider pour moi. Je me suis arrêté à l'entrée du bureau, la main posée sur le cadre, écoutant le vent dehors. Pour la première fois depuis le mariage, je ne me sentais pas confuse. Je me sentais alerte, et je savais que ce qui allait suivre exigerait plus que de la patience. Ils sont arrivés 2 jours plus tard, juste avant midi. Quand le soleil était assez haut pour aplatir les ombres et faire paraître tout plus calme que ça ne l'était. J'étais dans la cour en train de vérifier la ligne d'irrigation quand j'ai entendu le bruit des pneus sur le gravier, pas le grondement régulier d'un camion de ranch. Quelque chose de plus léger, de plus récent. Je me suis redressé et j'ai regardé la voiture de Marianne apparaître, propre et polie comme si elle n'avait pas sa place sur cette route. Caleb conduisait. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je ne me suis pas caché. Je suis simplement resté là et j'ai attendu. Ils sont sortis ensemble, se déplaçant en synchronisation comme le font les couples qui essaient encore de prouver quelque chose au monde. Marianne portait des lunettes de soleil et une veste ajustée, des vêtements de ville qui semblaient rigides face au grand espace ouvert. Caleb avait l'air détendu, presque satisfait, comme s'il arrivait à une réunion qu'il s'attendait à gagner. Il a dit Marianne, forçant une gaieté dans sa voix alors qu'elle marchait vers moi. Nous avons pensé qu'il serait préférable de parler en personne. Mieux pour qui, me suis-je demandé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Nous sommes entrés, avons dépassé la cuisine et sommes allés dans le salon. Marianne s'est perchée sur le bord du canapé, comme si elle était prête à partir à tout moment. Caleb est resté debout, les mains nonchalamment jointes, les yeux parcourant la pièce de cette manière évaluatrice que j'avais appris à reconnaître. Il a examiné les meubles, les étagères, les fenêtres. Pas avec curiosité, mais avec calcul. Cet endroit a tellement de potentiel, a-t-il dit avec désinvolture, en désignant les poutres du plafond. On pourrait vraiment l'ouvrir. Marianne lui a lancé un regard, puis s'est retournée vers moi. Nous ne sommes pas ici pour critiquer, a-t-elle dit rapidement. Nous voulons juste avoir une conversation honnête. J'ai croisé les bras, plus pour me stabiliser que pour les exclure. Alors soyez honnêtes. Pendant quelques minutes, ils ont été prudents. Marianne a parlé de la difficulté du mariage, de son sentiment d'être dépassée,
de son souhait que les choses se soient passées différemment entre nous. Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit qu'elle voulait que nous soyons à nouveau proches. Caleb hochait la tête, ajoutant occasionnellement un mot sur l'unité familiale, sur le désir de ce qui était le mieux pour tout le monde. Ça a presque marché. Presque. Puis le langage a changé, subtilement d'abord. Marianne a commencé à dire des choses comme « Tu as porté ça si longtemps, peut-être qu'il est temps de laisser les autres aider ». Caleb a parlé de fardeau, de durabilité, du long terme. Il a parlé calmement, avec confiance, comme un homme expliquant quelque chose d'évident. « Tu retiens tout le monde », a-t-il finalement dit, me regardant droit dans les yeux. Les mots ont frappé fort, même si son ton est resté doux. « Je vous retiens », ai-je demandé. « De progresser », a dit Marianne, sa voix s'élevant juste un peu. « De construire un avenir, de ne pas être coincé dans le passé. » J'ai senti ma mâchoire se serrer. Encore ça. Caleb est intervenu, comme pour adoucir le coup. Il a, réfléchis-y. Tu fais tout ça toute seule. L'entretien, les impôts, le stress. Ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas pratique. Pratique. Le mot a résonné en moi comme une sirène d'alarme. Et quelle est exactement votre solution, ai-je demandé. Il a écarté les mains. Des options. Il y a d'autres options. Nous pourrions rénover. Nous pourrions louer des parties de la propriété. Nous pourrions nous associer avec des gens qui savent ce qu'ils font. Transformer ça en quelque chose qui fonctionne réellement. Fonctionne pour qui? Pour la famille, a rétorqué Marianne. Pour moi, pour Caleb, pour les enfants que nous voulons avoir. Enfants. Le mot est resté en suspens dans l'air, lourd et délibéré. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu le calcul derrière ses yeux. Il ne s'agissait pas seulement de terre. Il s'agissait de levier. J'ai pris une lente inspiration. Je ne vous donne pas les clés. Tu agis comme si tout appartenait. J'agis comme si je vivais ici, ai-je dit. Parce que c'est le cas. Le sourire de Caleb s'est aminci. Personne ne dit le contraire. Nous disons simplement qu'il y a d'autres façons de gérer les choses, et si tu ne veux pas travailler avec nous, nous devrons peut-être explorer ces autres façons. Autre façon, ai-je répété. Marianne s'est levée, sa patience s'épuisant. Tu es égoïste, tu l'as toujours été. Tu te caches derrière la responsabilité pour ne pas avoir à lâcher prise. J'ai senti la piqûre, mais je n'ai pas réagi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement secoué la tête. Vous me demandez de céder le contrôle de ma maison sans me dire exactement ce que vous prévoyez d'en faire. Ce n'est pas de la famille. C'est de la pression. Caleb a jeté un coup d'œil à Marianne, puis à moi. Nous essayons d'éviter de rendre cela difficile. La menace était là maintenant, plus cachée derrière un langage poli. J'ai ouvert la porte d'entrée et je me suis écarté. Cette conversation est terminée. Ils m'ont regardé, stupéfait. Marianne avait l'air de vouloir crier. Caleb avait l'air d'être déjà en train d'ajuster sa stratégie. Nous reparlerons, a dit Marianne d'une voix tendue. J'en suis sûr, ai-je répondu. Après leur départ, la maison semblait plus petite, plus étroite, comme si les murs s'étaient penchés pour écouter. Je suis resté là un long moment, le cœur battant, repassant chaque mot. La famille ne devrait pas sonner comme une menace. Mais c'était le cas, et je savais au fond de moi que c'était loin d'être terminé. Chapitre 6. Et je savais au fond de moi que c'était loin d'être terminé. L'email est arrivé 3 matins plus tard, niché entre une facture d'aliments et un rappel du comté concernant la consommation d'eau. À première vue, il semblait assez inoffensif. L'objet était « demande de clarification ». L'expéditeur était un cabinet d'avocats basé à Denver. Je ne reconnaissais pas le nom, mais quelque chose dans ma poitrine s'est serré avant même de l'ouvrir. Je l'ai lu lentement, une fois, puis une autre. Le ton était poli, presque amical, le genre d'écriture qui prétend vous rendre service en expliquant quelque chose que vous ne comprenez apparemment pas. L'expéditeur se présentait comme Andrew Collins, conseiller juridique de ma sœur Marianne et de son mari Caleb. Il écrivait que ses clients cherchaient à clarifier la situation concernant les actifs partagés et la planification future. Il soulignait qu'aucune mesure n'était prise pour le moment. C'était simplement une demande d'information. Simplement.
Il a mentionné quelques termes qui ont sauté aux yeux et ont refusé de me lâcher. Partition. Détérioration de l'actif. Capacité. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assise là, à regarder le mur de la cuisine, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. La maison semblait différente maintenant, plus silencieuse, mais pas paisible, comme si elle retenait son souffle. Les avocats n'élèvent pas la voix. Ils n'en ont pas besoin. Ils choisissent leurs mots avec soin et laissent ces mots faire les dégâts. J'ai transféré l'email à Daniel Brox avec une courte note lui demandant s'il avait le temps de parler. Il m'a rappelé cet après-midi-là. Sa voix était calme, stable, mais il y avait un poids qui n'était pas là avant. C'est comme ça que ça commence, a-t-il dit. Il présente ça comme une préoccupation. Ils utilisent un langage neutre, mais ces termes ne sont pas neutres. Il les a expliqués un par un, pas comme une conférence, mais comme un avertissement. Partition signifiait forcer une division de la propriété si les copropriétaires ne pouvaient pas se mettre d'accord. Détérioration de l'actif signifiait argumenter que la propriété perdait de sa valeur sous la gestion actuelle. Capacité signifiait remettre en question ma santé mentale pour prendre des décisions. Un frisson m'a parcouru. Tu penses qu'il ferait ça? Daniel n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix était prudente. J'ai vu des familles faire pire pour moins que ça. Il m'a dit qu'Andrew Collins était connu pour être minutieux, pas agressif de manière bruyante, mais persistant, stratégique, le genre d'avocat qui prépare le terrain discrètement et attend que les gens trébuchent d'eux-mêmes. Ils construisent un dossier, a dit Daniel. Chaque email, chaque refus, chaque retard, tout peut être présenté comme déraisonnable s'ils le veulent. J'ai pensé à Marianne debout dans mon salon, me traitant d'égoïste, à Caleb parlant d'autres options, à la façon dont ils étaient passés de la conversation à la pression sans jamais dire ce qu'ils étaient vraiment prêts à faire. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. D'abord, a dit Daniel, tu arrêtes de penser que c'est encore un désaccord familial. Deuxièmement, tu te protèges. Me protéger? Il a fait une pause. Anticipe la question de la capacité. Celle-là est dangereuse parce qu'elle semble personnelle. Il ne s'agit pas de fait. Il s'agit de perception. J'ai dégluti. Tu penses qu'ils vont essayer de dire que je ne suis pas capable? Je pense qu'ils diront que tu es dépassé, stressé, trop attaché émotionnellement pour prendre des décisions rationnelles. Ça sonne plus gentil que de traiter quelqu'un d'inapte, mais ça mène au même endroit. Après avoir raccroché, je suis resté assise à la table pendant longtemps. Mes mains enroulées autour d'une tasse qui avait refroidi. Dehors, le ciel avait pris ce bleu pâle et délavé qui précède la neige. Tout semblait fragile. J'ai appelé ma clinique de soins primaires et j'ai demandé le premier rendez-vous disponible. Quand la réceptionniste m'a demandé pourquoi, j'ai hésité, puis j'ai dit la vérité. J'avais besoin d'une évaluation complète, physique et cognitive. J'avais besoin de documentation. 2 jours plus tard, j'étais assise dans une petite salle d'examen avec du papier sur la table et un brassard de tensiomètre qui me serrait le bras. Rachel Moore est entrée avec un sourire chaleureux et un presse-papier sous le bras. Elle était mon médecin depuis des années. Elle connaissait mon histoire. Elle connaissait mes parents. Elle connaissait le ranch. « Qu'est-ce qui vous amène ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tout raconté, pas seulement les avocats, mais le mariage, l'appel téléphonique, la pression. Je lui ai dit que j'avais besoin d'être sûr. Pas pour eux, pour moi. Elle a écouté sans interrompre, son expression pensive. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête une fois. D'accord, prenons notre temps. Les tests étaient approfondis. Mémoire, attention, résolution de problèmes, contrôle physique de base, des questions qui semblaient presque insultantes jusqu'à ce que je me rappelle pourquoi j'étais là. Rachel ne m'a jamais pressé. Elle a expliqué ce qu'elle faisait et pourquoi. Elle a posé des questions sur mon sommeil, mon stress et ma routine quotidienne. À un moment donné, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Vous gérez beaucoup de choses, mais cela ne signifie pas que vous êtes incapable. Cela signifie que vous êtes humaine. » Quand ce fut terminé, elle a imprimé le rapport et l'a signé. Son écriture était ferme, décisive. Aucune ambiguïté, aucune hésitation. « Vous êtes pleinement compétente, » a-t-elle dit, cognitivement intacte, physiquement saine. Il n'y a rien ici qui puisse soutenir une affirmation contraire. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas réalisé que je tenais si fermement.
Merci. Elle a hésité à la porte, puis s'est retournée. Soyez prudente, Ila. Les gens ne remettent pas en question la capacité à moins de vouloir quelque chose que vous empêchez d'obtenir. Ce soir-là, j'ai scanné le rapport et l'ai envoyé à Daniel. Il a répondu par une seule ligne, bien, ça aide. Mais le soulagement n'est pas venu. Pas vraiment, parce que je comprenais quelque chose maintenant que je n'avais pas compris avant. Il ne s'agissait pas de gagner une dispute. Il s'agissait d'épuiser quelqu'un, de le faire douter de lui-même, de lui faire peur de tenir bon. La loi n'était pas là pour protéger les sentiments. Elle était là pour trier les actifs. Et les actifs se moquent de l'histoire, du deuil ou des promesses faites à des parents qui ne sont plus en vie. J'ai repensé à papa, à la façon dont il disait que les gens vous montrent qui ils sont quand il y a quelque chose à gagner. J'avais toujours cru qu'il parlait d'étrangers, de promoteurs, d'outsiders. Je me trompais. Tard ce soir-là, un autre email est arrivé. Celui-ci d'Andrew Collins à nouveau. Poli, professionnel. Il accusait réception de ma réponse précédente et réitérait le désir de ses clients de résoudre les problèmes à l'amiable. Il suggérait une réunion. Terrain neutre. Sans pression. Je n'ai pas répondu. Je me suis tenu à la porte arrière et j'ai regardé le pâturage assombri. Le vent s'était levé, faisant onduler l'herbe. Quelque part au loin, un coyote a appelé, un cri aigu et solitaire. Ce n'était pas une dispute à grands cris. Ce n'était pas une querelle de famille qui pouvait être réglée avec des excuses. C'était une guerre froide menée avec des documents, des implications et des menaces silencieuses. Et pour la première fois, j'ai compris exactement à quoi j'étais confronté. La demande suivante n'est pas venue par email. Elle est venue avec des pneus sur le gravier et la confiance tranquille de gens qui croyaient que la paperasse les rendait intouchables. C'était un dimanche après-midi, le genre où le vent sent l'herbe sèche et où le ciel semble assez large pour vous avaler tout entier. J'étais dans la cuisine en train de pétrir de la pâte pour des biscuits, plus par mémoire musculaire que par appétit, quand j'ai entendu le moteur. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai regardé par la fenêtre. La voiture de Marianne, encore. Caleb au volant, encore. Je n'ai pas été surprise cette fois. J'ai senti mon corps s'immobiliser, comme il le fait juste avant qu'une tempête n'éclate et que l'air ne change. J'ai posé la serviette lentement, je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte avant qu'il ne puisse frapper. Je ne les laisserai pas contrôler le rythme de ma maison. Marianne est sortie la première. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage nu, ou presque, et ses yeux brillaient déjà comme si elle avait pleuré dans la voiture. Caleb est passé du côté du conducteur, la mâchoire serrée, la posture raide. Il n'a pas regardé la maison comme il le faisait d'habitude, comme si c'était un projet. Il l'a regardé comme si c'était un obstacle. Il a dit Marianne, et sa voix s'est brisée sur mon nom. S'il te plaît, pouvons-nous parler? J'ai reculé d'un pas et je les ai laissés entrer. Non pas parce que je les voulais là, mais parce que je ne voulais pas de scène dans la cour où les voisins pourraient remarquer. Ici, les gens prétendent ne pas se surveiller, mais ils le font. Ils regardent tout. Nous sommes allés dans le salon. La lumière des fenêtres tombait sur le vieux tapis, sur la chaise où maman s'asseyait avec son tricot, sur les étagères où les livres usés de papa se penchaient encore les uns contre les autres comme de vieux amis. Marianne planait près du canapé, se tordant les doigts. Caleb est resté debout, encore, comme s'il ne supportait pas de s'asseoir dans une pièce qui ne lui appartenait pas. J'ai attendu. Marianne a pris une inspiration tremblante. « Je suis désolée pour le mariage », a-t-elle dit rapidement, comme si elle arrachait un pansement. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. J'étais dépassé. J'étais stressé. J'avais l'impression que tu me détestais. J'ai cligné des yeux lentement. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses que j'avais entendues, mais ça sonnait faux. Ça semblait répété, façonné pour mener quelque part. Je ne te détestais pas, ai-je dit. J'étais blessé. Il y a une différence. Elle a hoché la tête avec force, comme si elle voulait accepter cela et passer à autre chose dans la même seconde. Exactement. Et c'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas que nous soyons comme ça. Nous sommes sœurs. Il ne nous reste que l'une l'autre. Il ne nous reste que l'une l'autre. Les mots auraient dû m'adoucir. Ils auraient dû me serrer la gorge de souvenirs et de deuil partagés. Au lieu de cela, je me suis sentie méfiante, parce que chaque fois que Marianne faisait appel à notre histoire dernièrement,
c'était pour m'attirer vers quelque chose que je ne voulais pas Caleb a expiré par le nez, impatient. Marianne. Elle lui a jeté un coup d'œil, puis est revenue vers moi. Il y a autre chose, a-t-elle dit. Je ne te l'ai pas dit avant parce que j'avais peur que tu te bloques. Mais tu mérites de savoir. Nous allons avoir un bébé. La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait irréelle. Mon esprit a essayé de rejeter la phrase comme si elle avait été prononcée dans la mauvaise maison, à la mauvaise personne. Puis mes yeux sont tombés sur son ventre. Rien d'évident. Si elle était au début, ça ne se verrait pas, un bébé, ai-je répété, et ma voix est sortie, mince. Marianne a hoché la tête, des larmes coulant maintenant sur ses joues. Oui, nous l'avons découvert juste avant le mariage. Je voulais te le dire d'une manière douce, comme le font les sœurs, mais tout est devenu si laid si vite. Ma poitrine s'est serrée de quelque chose de complexe. Une lueur de joie, car l'idée d'un enfant dans notre famille aurait dû être une bénédiction. Une lueur de deuil, car le moment nous avait été volé. Et sous tout cela, la conscience laide qu'elle n'était pas venue ici pour partager du bonheur. Elle était venue ici avec une stratégie. Félicitations, ai-je dit doucement. Vraiment. Elle a pressé une main sur sa bouche et a laissé échapper un petit sanglot, comme si elle avait retenu son souffle en attendant la permission de ressentir quelque chose de bon. Merci. Merci. Je savais que tu comprendrais. Comprendre quoi, me suis-je demandé, mais je ne l'ai pas dit. Caleb a finalement parlé, et sa voix avait à nouveau cette pointe douce, celle qui prétendait la gentillesse tout en poussant. Ça change les choses, il a. Ce ne sont plus seulement nos projets. C'est notre enfant. Ton neveu ou ta nièce. La famille. La famille. Le mot semblait différent venant de lui. Comme un outil. Marianne s'est approchée, les paumes ouvertes. Nous n'essayons pas de te prendre quoi que ce soit. Nous essayons de nous assurer que nous pouvons construire une vie stable. Je ne veux pas élever un bébé dans un minuscule appartement pour toujours. Je ne veux pas m'inquiéter de l'argent. Je ne veux pas que Caleb soit stressé. Nous voulons pouvoir venir ici, utiliser le ranch, le faire fonctionner pour nous tous. Le faire fonctionner, ai-je répété, car la phrase était familière maintenant. Elle a hoché la tête avec empressement. Oui, comme un lieu de réception parfois, ou de petite retraite, ou même juste des mises à jour pour que ce soit sûr et confortable. La cuisine, les salles de bain, le câblage, tu sais, c'est vieux. Ça pourrait être dangereux. Et s'il y avait un incendie? Et si tu trébuchais? Et s'il arrivait quelque chose et que personne n'était là? Nous nous inquiétons pour toi aussi. Voilà. L'inquiétude façonnée comme une pression. L'amour façonné comme une laisse. J'ai gardé ma voix calme. Si vous vous inquiétez pour moi, vous pouvez appeler. Vous pouvez visiter. Vous pouvez demander comment je vais. Vous n'avez pas besoin de plan de rénovation pour vous soucier de moi. Marianne a tressailli, puis a essayé à nouveau. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne peux pas faire ça sans toi. Je ne peux pas avoir mon bébé qui grandit avec nous en train de nous disputer. J'ai besoin que tu fasses un pas vers moi. Un pas vers où? La patience de Caleb a craqué, juste un peu, comme un fil qui se casse. Nous avons fait des pas vers toi, a-t-il dit. Tu refuses de voir la réalité. Cette propriété est là, à ne rien faire, pendant que tu t'épuises. C'est irresponsable. Je l'ai regardé. C'est ma responsabilité. Il a fait un pas en avant, assez près pour que je puisse voir la tension dans sa mâchoire. Non, c'est une responsabilité partagée, et tu n'agis pas comme une partenaire. Tu agis comme une gardienne. Une gardienne. Le mot était destiné à me faire honte, à me faire paraître mesquine, comme si je gardais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Les larmes de Marianne coulaient plus vite. Il a raison, il a. Tu gardes les portes fermées. Tu nous laisses dehors. Tu rends tout difficile. Tu retiens tout le monde. La phrase a frappé avec un bruit sourd, car c'était exactement ce que je savais qu'il croyait. L'entendre de ma sœur, à travers ses larmes, rendait la chose pire. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle avait l'air effrayée. Elle avait l'air épuisée. Elle avait l'air de s'être convaincue que j'étais la méchante de son histoire. Parce que l'alternative signifierait admettre qu'elle laissait quelqu'un d'autre diriger sa vie.
J'ai parlé doucement. Vous retenir de quoi? De l'avenir, a-t-elle dit, la voix brisée. D'une chance, de la stabilité? De ne pas répéter ce qui nous est arrivé. Nous avons perdu papa. Nous avons perdu maman. Je ne veux pas perdre tout le reste parce que tu ne peux pas lâcher prise. Lâcher prise de quoi? Du ranch? De ma maison? De la seule chose qui ne m'avait pas quitté. Caleb est intervenu, la voix plus vive maintenant. Assez. On en a fini avec les émotions. Donne-moi les clés. La tête de Marianne s'est tournée brusquement vers lui. Caleb, s'il te plaît. Il ne l'a pas regardé. Il a gardé les yeux sur moi. Nous avons essayé. Nous avons demandé gentiment. Nous avons expliqué. Tu choisis d'être difficile. Donne-lui les clés, a dit Marianne doucement, et la voix de ma sœur semblait soudainement petite. Ça rendra les choses plus faciles. J'ai senti quelque chose se glacer en moi. Voilà, le moment où elle a cessé d'être ma sœur me parlant et est devenue une messagère pour lui. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai senti les clés, solides et chaudes. Pendant une étrange seconde, j'ai imaginé ce que ce serait de les lui donner, de mettre fin à la tension, de voir les épaules de Marianne se détendre, d'entendre le ton de Caleb s'adoucir, de prétendre que la paix pouvait être achetée avec du métal et un accès. Puis j'ai imaginé ce qui se passerait ensuite. Des entrepreneurs, des devis, des étrangers marchant dans le bureau de papa, des décisions prises dans des bureaux de Denver. Ma sœur souriant crispement pendant que ma vie était reconditionnée en quelque chose de rentable. Et j'ai imaginé le jour où je me tiendrais dans ce même salon, regardant des gens emporter des meubles qui avaient appartenu à notre famille depuis des générations, en m'entendant dire que c'était juste pratique. Je suis restée silencieuse. La pièce retenait son souffle avec moi. Marianne a chuchoté mon nom à nouveau, suppliante, il a. La voix de Caleb s'est durcie, maintenant. J'ai pris une profonde inspiration. Pas le genre tremblant. Le genre que l'on prend quand on choisit quelque chose et qu'on ne prévoit pas d'y revenir. Puis j'ai dit 4 mots. Vous n'aurez pas ces clés. L'air a changé instantanément. C'était comme si quelqu'un avait éteint la musique dans une pièce bondée. Marianne s'est figée, la bouche ouverte, des larmes accrochées à ses cils. Caleb m'a regardé, et pour la première fois, le masque poli a glissé assez loin pour que je voie ce qu'il y avait en dessous. L'incrédulité d'abord, puis l'irritation, puis quelque chose de plus froid. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois. Je suis sérieuse. Marianne a secoué la tête comme si elle pouvait secouer ma réponse. Il a, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. C'est pour le bébé. Je l'ai regardé gentiment, parce que le bébé était réel et innocent et méritait de la douceur, même si les adultes ne le méritaient pas, je comprends exactement ce que vous faites, et je dis toujours non. Caleb a laissé échapper un rire court et sans humour. Très bien. Il s'est tourné vers Marianne. Je te l'avais dit. Elle a tressailli à son ton, puis s'est retournée vers moi, son visage se tordant de colère maintenant que la supplication avait échoué. Tu es incroyable. Tu préférerais vivre seul dans cette vieille maison poussiéreuse plutôt que d'aider ta propre sœur. J'ai gardé ma voix basse. Je préférerais garder mes limites plutôt que de confier ma vie à quelqu'un qui la traite comme un investissement. Caleb s'est approché. Tu penses protéger quelque chose. Tu es juste têtu. Peut-être, ai-je dit. Mais être têtu n'est pas illégal. Ses yeux se sont rétrécis et sa voix est tombée dans un ton contrôlé et dangereux. Alors nous ferons ça d'une autre manière. Marianne l'a regardé, surprise. Que veux-tu dire? Caleb ne lui a pas répondu. Il a gardé son regard sur moi. Tu fais une erreur. J'ai soutenu son regard. Peut-être, mais c'est à moi de la faire. La respiration de Marianne est devenue saccadée et elle a essuyé ses joues brutalement, furieuse. Maintenant, tu détruis cette famille. Non, ai-je dit doucement. Je refuse de me laisser écraser par elle. Pendant un moment, personne n'a parlé. Le seul son était le faible tic-tac de l'horloge et le vent qui pressait contre les fenêtres. Je pouvais sentir mon cœur battre régulièrement maintenant, pas frénétiquement. Je pouvais sentir les clés dans ma poche comme une encre. Caleb s'est finalement dirigé vers la porte, impatient, en ayant déjà fini avec la performance. Viens, Marianne. Ma sœur a hésité, me regardant comme si elle voyait une étrangère.
Puis elle l'a suivi, les épaules tendues, le visage fermé. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. « Tu vas le regretter », a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé partir. Leur voiture a reculé sur le gravier, les pneus crissant, puis a disparu sur la route. La poussière s'est élevée derrière eux et a dérivé lentement, retombant sur la terre comme si de rien n'était. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai appuyé mon front contre le bois pendant un long moment. Mes mains ne tremblaient plus. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas cruelle. Je ressentais quelque chose de plus simple et de plus fort. Je me sentais en avoir fini. Et alors que je me tenais là dans le silence, je savais que le prochain coup ne viendrait pas avec des larmes ou des discours de famille. Il viendrait avec du papier. Le papier est arrivé. Pas le lendemain, ni même la semaine suivante. Mais il est arrivé comme l'hiver arrive ici. Silencieusement d'abord, puis tout d'un coup, jusqu'à ce que vous leviez les yeux et réalisiez que le monde entier a changé. La première lettre est arrivée à la fin du printemps, glissée dans ma boîte aux lettres comme si elle y avait sa place. Un avis formel d'Andrew Collins. Langage calme, intention ferme. Il décrivait les tentatives de résoudre les problèmes à l'amiable. Il faisait référence à mon refus d'accorder l'accès et le présentait comme un obstacle à la planification familiale. Il mentionnait à nouveau la possibilité de partition et utilisait l'expression « détérioration de l'actif », comme s'il décrivait un toit qui fuit, pas une maison vivante. Daniel Brox et moi avons géré la paperasse. Nous avons répondu. Nous avons tout documenté. Nous sommes restés polis, cohérents et inébranlables. La loi avançait lentement, comme elle le fait toujours. Et cette lenteur était à la fois une bénédiction et une torture. Il y a eu des semaines où rien ne s'est passé, et j'ai presque réussi à me convaincre que Caleb était passé à autre chose. Puis une autre lettre arrivait, me rappelant que le silence ne signifie pas la paix. Au moment où l'été s'est estompé pour laisser place à l'automne, j'ai appris à vivre avec la pression comme on vit avec un orage lointain. On l'entend, on sait qu'il est là, mais il faut quand même nourrir les animaux, réparer la clôture et garder les lumières allumées. Le karma ne se presse pas. Il ne débarque pas avec des feux d'artifice et des applaudissements. Parfois, il attend juste que les gens trébuchent sur leur propre choix. La première fois que je l'ai vu, vraiment vu, c'était en ville par un matin d'octobre ensoleillé. J'étais à la quincaillerie pour acheter un nouveau loquet de portail et une bobine de fil quand j'ai remarqué l'agitation près du comptoir avant. Un homme en veste impeccable gesticulait trop fort, la voix assez vive pour que les gens commencent à faire semblant de regarder les rayons pour pouvoir écouter sans en avoir l'air. Il m'a fallu une seconde pour le reconnaître, car je ne l'avais jamais vu sans son masque calme. Caleb. Ses cheveux étaient les mêmes, ses vêtements semblaient chers, mais son visage était rouge et sa bouche était tirée par la frustration. Le vendeur derrière le comptoir, un jeune homme aux yeux fatigués, continuait de secouer la tête. « Monsieur, je ne peux pas rembourser les commandes spéciales après la date limite », a dit le vendeur en gardant sa voix égale. Caleb a frappé le comptoir de la main. « C'est ridicule. On m'a dit que ce serait livré. Ça ne l'a pas été. J'ai des délais. » Le vendeur n'a pas bronché. « Je comprends, mais ce n'est pas notre politique. Les matériaux ont été commandés. Ils sont arrivés. Vous n'êtes pas venu les chercher. » La mâchoire de Caleb s'est serrée si fort que j'ai pu voir le muscle sauter. Il a baissé la voix, mais elle n'était pas plus douce. Elle était plus menaçante. « Savez-vous qui je suis ?» Le vendeur l'a regardé, impassible. « Non, monsieur. Et ça ne change pas la politique. » Je me tenais à quelques allées de là, les mains sur la poignée du chariot, à regarder. J'aurais dû faire demi-tour et partir. J'aurais dû prétendre ne pas l'avoir vu, mais quelque chose m'a retenu là. Peut-être la curiosité. Peut-être la partie de moi qui voulait la preuve qu'il n'était pas intouchable. Caleb m'a finalement remarqué. Ses yeux se sont posés sur les miens et, pendant une fraction de seconde, quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité, pas d'excuse, quelque chose de plus proche de l'irritation, comme si j'étais un inconvénient même ici. Il s'est retourné vers le vendeur, la voix s'élevant à nouveau. « Très bien, je vais porter ça plus haut. » Il est sorti en trombe, la cloche au-dessus de la porte sonnant trop brillamment derrière lui. Le vendeur a expiré et a marmonné quelque chose dans sa barbe. Une femme près de moi a secoué la tête et a chuchoté à son amie que certaines personnes pensaient que l'argent signifiait qu'elle pouvait réécrire la réalité.
J'ai poussé mon chariot en avant, prétendant que mon cœur ne battait pas la chamade. J'ai payé rapidement et j'ai chargé mes fournitures dans le camion. En sortant du parking, j'ai vu Caleb dans sa voiture, le téléphone collé à l'oreille, gesticulant avec colère contre le pare-brise comme si le monde lui répondait. C'était la première fissure. Petite, mais réelle. Une semaine plus tard, le deuxième moment est arrivé, et ce n'était pas en ville. C'était ici, sur mon porche, où l'air sent toujours la terre, le vieux bois et la douce odeur du foin. C'était en début de soirée. Le soleil descendait derrière la crête et le ciel avait cette douce lueur dorée qui rendait tout plus aimable. J'étais sur les marches du porche avec une tasse de thé quand j'ai entendu un véhicule, pas la voiture de Marianne cette fois, un VTC. J'ai reconnu la façon dont le chauffeur s'est arrêté au bout de l'allée et a attendu, comme s'il était nerveux d'être sur une propriété privée. Marianne est descendue. Elle avait l'air fatiguée, pas seulement stressée, épuisée. Ses cheveux étaient tirés en arrière, mais des mèches rebelles s'étaient échappées. Ses joues étaient pâles et ses yeux cernés de rouge comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle tenait son téléphone à la main comme le font les gens quand c'est la seule chose qui les fait se sentir connectés au monde. Elle a monté les marches lentement, comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée. Je me suis levé, le thé toujours à la main. Marianne. Elle a dégluti et sa voix est sortie, rauque. Salut. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Sœur, mais pas proche. Familière, mais étrangère. Je me suis écarté et je l'ai laissée entrer sans réfléchir, non pas parce que j'avais tout pardonné, mais parce qu'elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait plus nulle part où aller. Elle s'est assise à la table de la cuisine, au même endroit où maman avait l'habitude de s'asseoir. Ses yeux ont parcouru la pièce comme si elle la voyait différemment maintenant, pas comme un fardeau, pas comme un cimetière, mais comme quelque chose de stable auquel elle avait autrefois appartenu. J'ai posé un verre d'eau devant elle et j'ai attendu. Elle ne l'a pas bu. Elle a regardé ses mains. Puis elle a dit très doucement, il est en train de perdre la tête. J'ai cligné des yeux. Caleb. Elle a hoché la tête et les larmes ont de nouveau rempli ses yeux, plus vite qu'elle ne pouvait les arrêter. Tout s'effondre. Le projet sur lequel il comptait, celui dont il parlait tout le temps, ne se fera pas, je me suis assise en face d'elle. Quel projet ? Marianne a laissé échapper un rire amer. Les investisseurs, le plan de retraite. Il m'a dit qu'il avait des gens en ligne, qu'il pouvait transformer la terre en profit, qu'il savait ce qu'il faisait. Il a dit que ce n'était qu'une question de timing, mais l'affaire est tombée à l'eau. Je suis restée silencieuse, le cœur serré. Une partie de moi voulait dire, je te l'avais bien dit. Une plus grande partie de moi se sentait mal, car je n'avais pas voulu que ma sœur souffre. J'avais voulu qu'elle se réveille. Marianne s'est frotté le visage avec les deux mains, comme si elle essayait d'effacer toute l'année. Il a contracté un prêt, pas un petit. Il a dit que c'était temporaire. Il a dit que nous le rembourserions quand le plan serait lancé, mais maintenant il n'y a rien à lancer. Il n'y a que des dettes. Mon estomac s'est noué. As-tu signé quelque chose ? Elle a hésité, puis a hoché la tête. Oui. Je ne l'ai même pas lu correctement. Il m'a dit que c'était standard. Il m'a dit que j'étais paranoïaque quand je posais des questions. J'ai senti ma gorge se serrer. Les mots du mariage résonnaient dans mon esprit. Excuse-toi ou va-t'en. Nous ne voulons pas de toi ici. La confiance qu'elle avait alors, la façon dont elle croyait qu'il était la solution. Maintenant, elle ressemblait à quelqu'un qui avait été entraîné par le fond. Marianne, ai-je dit doucement. Où est-il ? Elle a secoué la tête rapidement. Dans la voiture, il attend. Il m'a fait entrer pour te parler. Il a dit que si je ne pouvais pas te convaincre, il le ferait. Ma poitrine s'est glacée. Au bon moment, j'ai de nouveau entendu le crissement du gravier. Une portière de voiture a claqué. Des pas lourds. Les yeux de Marianne se sont écarquillés de panique. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, ne le provoque pas. Il n'est pas lui-même en ce moment. Je me suis levé lentement et je me suis tourné vers le couloir. Les clés étaient dans ma poche, comme toujours. J'ai senti leur poids familier, et au lieu de réconfort, cela m'a donné de la clarté. La porte d'entrée s'est ouverte sans qu'on frappe. Caleb est entré comme si l'air lui appartenait. A-t-il dit, et sa voix était trop douce. Nous devons parler. Marianne s'est levée si vite que sa chaise a grincé.
Caleb, arrête. Il l'a ignoré. Ses yeux ont balayé la cuisine, se sont posés sur moi et ont tenu bon. Il y avait quelque chose de brut en eux maintenant, quelque chose d'impatient et de désespéré. Son masque était toujours là, mais il se fissurait sur les bords. Je n'ai pas parlé. J'ai attendu. Il s'est approché. Tu as rendu ça plus difficile que nécessaire, a-t-il dit. La voix de Marianne a tremblé. Caleb, s'il te plaît. Il a tourné la tête vers elle. Tu étais censé t'en occuper. Tu as dit qu'elle finirait par céder. Tu as dit qu'elle cède toujours finalement. La cruauté de cette phrase est restée suspendue dans l'air. Le visage de Marianne s'est décomposé. J'ai essayé, a-t-elle murmuré. J'ai essayé. Caleb s'est retourné vers moi et sa voix est devenue basse. Tu ne comprends pas à quel point l'enjeu est important. J'ai soutenu son regard. Je comprends plus que tu ne le penses. Il a ri une fois, un rire bref et amer. Non, tu comprends les vaches et les clôtures. Tu ne comprends pas la vraie pression. Mes mains se sont serrées en poing à mes côtés. C'est ma maison. Si tu es ici pour me menacer, tu peux partir. Ses yeux se sont rétrécis. Je suis ici pour résoudre un problème. Marianne s'est interposée entre nous, tremblante. Arrêtez. Tous les deux, s'il vous plaît. Le visage de Caleb s'est tordu de frustration, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de laid et de non filtré. Il a regardé ma sœur comme si elle était un outil qui avait cessé de fonctionner. Le karma ne se presse pas, ai-je pensé en le regardant. Mais il est précis. Caleb a reculé d'un pas, respirant difficilement. Très bien, il m'a pointé du doigt. Ce n'est pas fini. Tu vas regretter d'avoir été si têtu. Puis il a saisi le bras de Marianne, pas doucement, et l'a tiré vers la porte. Elle a trébuché, s'est rattrapée et m'a regardé, les yeux pleins de honte, de peur et de quelque chose qui aurait pu être une prise de conscience. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas poursuivi. Je ne l'ai pas supplié de rester. Je suis simplement resté là et je les ai laissés partir, parce que j'avais enfin compris que sauver quelqu'un ne fonctionne pas s'il continue de confier sa vie à la mauvaise personne. La porte s'est fermée. La maison est redevenue silencieuse. Je me suis assise lentement, les mains tremblantes maintenant, le thé oublié sur le comptoir. Dehors, le ciel s'est assombri et le vent s'est levé, balayant le pâturage comme une longue expiration. Le karma ne s'annonce jamais. Il continue simplement de se manifester, une conséquence à la fois, jusqu'à ce que la vérité soit impossible à ignorer. Et j'avais le sentiment que nous approchions. Il a fallu 3 mois de plus avant que je ne revoie ma sœur. L'hiver s'était installé à ce moment-là, non pas doucement, mais avec le genre de certitude qui fait que tout ralentit, que vous le vouliez ou non. La neige était épaisse le long des clôtures. Le ruisseau avait gelé par endroits, laissant une eau sombre se déplacer sous une croûte de glace. Les jours étaient courts, les nuits assez longues pour ressembler à un test de patience. J'avais appris à vivre dans le silence. Pas le silence paisible que les gens romantisent, mais le genre honnête, celui qui vous donne de l'espace pour réfléchir, que vous le vouliez ou non. Quand Marianne est revenue cette fois, elle n'est pas arrivée avec confiance ou exigence. Elle n'est pas arrivée avec Caleb. Elle est arrivée dans une voiture empruntée juste après le crépuscule, les phares perçant la neige qui tombait. J'étais dans la grange en train d'étendre de la litière fraîche quand j'ai entendu le moteur tourner au ralenti. Je suis sorti et j'ai resserré mon manteau, sachant déjà de qui il s'agirait. Certains instincts ne vous quittent jamais. Elle est restée près de la voiture un moment avant de marcher vers moi, ses bottes crissant sur la neige tassée. Elle avait l'air plus mince. Son visage était tiré, fatigué d'une manière que le sommeil ne répare pas. Sa veste était pratique, pas à la mode, et elle pendait sur ses épaules comme si elle ne lui appartenait pas tout à fait. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas détourné. J'ai simplement attendu. Il a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête une fois, Marianne. Nous sommes restés là, avec la lumière de la grange bourdonnant au-dessus de nous, la neige tombant en douces nappes. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Des sœurs qui avaient partagé une enfance, un deuil, une histoire, maintenant incertaines de comment se tenir dans le même espace. Elle a rompu le silence la première. Je l'ai quittée. Les mots étaient plats, presque engourdis, pas dramatiques, pas fiers, juste énoncés. J'ai laissé échapper lentement le souffle que je retenais. Quand
Il y a quelques semaines, a-t-elle dit. Après que tout a explosé, après l'argent, après les cris, après que j'ai réalisé que je ne me reconnaissais plus. Elle a regardé au-delà de moi, vers le pâturage, vers le contour sombre des collines. Il a dit que j'étais ingrate. Il a dit que j'avais ruiné ses plans. Il a dit que je t'avais choisi plutôt que lui. J'ai tressailli, non pas par culpabilité, mais parce que je pouvais entendre sa voix dans cette phrase si clairement. Je ne t'ai pas choisi, a-t-elle ajouté en se retournant vers moi. Je me suis choisi. Il m'a juste fallu trop de temps pour voir la différence. La neige s'est épaissie, s'accrochant à ses cheveux. J'ai fait un geste vers la maison. Il fait froid. Elle m'a suivi à l'intérieur, hésitant sur le seuil comme si elle avait peur de ne pas être la bienvenue. Je ne l'ai pas invitée avec des mots. J'ai laissé mes actions faire ce travail. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même autour de laquelle nous avions toutes deux tourné nos vies de différentes manières. J'ai versé du thé sans demander. Elle a enroulé ses mains autour de la tasse comme si c'était une encre. Pendant un moment, nous n'avons rien dit. La maison faisait ses bruits familiers. Le chauffage s'est mis en marche. L'horloge faisait tic-tac. Finalement, elle a parlé. Je pensais que l'aimer signifiait devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus intelligent, quelqu'un qui ne pouvait pas être blessé. Elle a dégluti difficilement. Je pensais que le fait que tu restes ici signifiait que tu avais peur. Peur de passer à autre chose, peur de grandir. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Je vois maintenant que c'est toi qui étais la courageuse. Tu es restée quand ça faisait mal. Tu n'as pas fui. Les mots ont atterri avec poids, pas de soulagement, pas de validation, juste la vérité, arrivant tard. Je n'ai pas dit merci. Je n'ai pas dit je te pardonne. Je n'ai pas tendu la main à travers la table. J'ai dit, j'avais besoin que tu respectes mes limites. C'est tout. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage sans un bruit. Je sais, et je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé me convaincre que les limites étaient égoïstes, que l'amour signifiait l'accès, le contrôle. Elle a essuyé ses joues avec le dos de sa main. J'avais tort. Nous sommes restés avec ça pendant un long moment. Finalement, elle m'a parlé du bébé. C'est un garçon, a-t-elle dit doucement. Noah. Le nom est resté entre nous, fragile et réel. De combien de temps, ai-je demandé. Elle me l'a dit et j'ai fait le calcul sans commenter. J'ai demandé si elle était en bonne santé, si elle avait du soutien, si elle était en sécurité. Elle a répondu honnêtement, oui, principalement, pas complètement. Je n'ai pas offert de solution. Je n'ai pas offert de réparer quoi que ce soit. J'ai écouté. Quand elle a finalement relevé la tête, ses yeux étaient plus clairs. Il continue de poser des questions sur le ranch, sur toi, sur si je peux te convaincre de reconsidérer maintenant que les choses sont différentes. J'ai soutenu son regard fermement. Et que lui dis-tu? Elle a hésité, puis a dit, je lui dis que le ranch n'a jamais été le problème. C'était le miroir. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré à ça. Pas assez pour effacer le passé, assez pour respirer. Je ne demande pas les clés, a-t-elle dit rapidement. Je ne demande pas l'accès. Je ne demande rien de ce genre. J'avais juste besoin de te voir, de te dire que je comprends maintenant. Je l'ai cru, et je savais aussi que croire ne signifiait pas que les choses pouvaient redevenir comme avant. Je suis contente que tu sois en sécurité, ai-je dit. Je suis contente que tu sois parti. Mais ça ne change pas comment les choses sont entre nous. Elle a hoché la tête, la douleur vacillant sur son visage. Je sais. Je n'attends pas de pardon. Je ne voulais juste pas disparaître sans le dire. Nous avons parlé un peu plus longtemps de choses pratiques, de ses plans, de l'endroit où elle pourrait vivre ensuite, de l'incertitude d'élever un enfant seul. Quand elle s'est levée pour partir, elle s'est attardée près de la porte. Je pensais que la famille signifiait ne jamais se dire non, a-t-elle dit. Maintenant, je pense que ça signifie ne pas se détruire mutuellement pour se sentir en sécurité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, la famille, c'est savoir où tu finis et où quelqu'un d'autre commence. Elle a esquissé un petit sourire triste. J'aurais aimé apprendre ça plus tôt. Je lui ai ouvert la porte. La neige tourbillonnait, froide et propre. Elle est sortie, puis s'est retournée une dernière fois. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pas pour le ranch,
pour l'avoir choisi plutôt que toi. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas dit que c'était bon. Je n'ai pas dit je te pardonne. J'ai dit, prends soin de Noah. Elle a hoché la tête, les larmes revenant, et a marché dans la neige. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, sentant le poids de tout ce que nous avions dit et de tout ce que nous n'avions pas dit. Les sœurs ne reviennent pas toujours l'une vers l'autre comme on l'imagine. Parfois, elles reviennent changées. Parfois, elles ne reviennent qu'à moitié. Je suis resté là, dans la maison silencieuse, sachant que ce que nous avions maintenant n'était pas une réconciliation. Et après cette nuit, les choses sont finalement devenues silencieuses d'une manière qui semblait méritée. L'hiver est passé comme il le fait toujours ici, relâchant lentement son emprise sans cérémonie. La neige a fondu le long des clôtures, puis dans le pâturage, puis sur le long chemin de terre qui mène au ranch. La saison de la boue est venue et repartie. La saison des vélages a suivi. La vie a continué d'avancer, non pas parce que quelqu'un l'a décidé, mais parce que c'est ce que fait la vie quand on arrête de la combattre. J'ai passé plus de temps seul, mais je n'étais pas seul. Il y a une différence que je n'ai comprise qu'en la vivant. Je me suis réveillé avec le soleil. J'ai travaillé jusqu'à ce que mon corps soit fatigué de la bonne manière, de la manière honnête. J'ai cuisiné des repas simples. J'ai dormi profondément. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone chaque fois qu'il vibrait, car la peur qui y vivait n'avait plus nulle part où atterrir. Les lettres d'avocat se sont raréfiées, puis ont cessé. Daniel a confirmé ce que je sentais déjà dans mes os. Caleb avait de plus gros problèmes maintenant. Des dettes, une réputation, des projets qui ne se sont jamais vraiment remis. Les gens qui prenaient autrefois ses appels ont cessé de les retourner. La pression qu'il avait essayé de me transférer s'était retournée contre lui, s'effondrant sous son propre poids. Marianne n'est pas revenue cette année-là. Nous parlions occasionnellement, prudemment. De courts messages, des nouvelles de Noah, un terrain neutre. Il n'y avait pas de prétention que nous étions les mêmes sœurs qu'avant. Il n'y avait pas non plus de prétention que nous étions ennemis. Nous existions quelque part entre les deux. Tenus ensemble par une histoire partagée et séparés par des vérités dures apprises trop tard. Et le ranch est resté. C'est la partie que les gens aiment présenter comme une victoire. Comme si j'avais gagné quelque chose, comme si je les avais battus, comme si la terre était un prix à la fin d'un long combat. Mais le ranch n'a jamais été le trophée. Je me suis tenu sur le porche un matin de début d'été, un café à la main, regardant la lumière se déplacer sur les collines, et j'ai enfin compris ce que j'avais protégé tout ce temps. Ce n'était pas une superficie. Ce n'était pas des bâtiments, des clôtures ou des droits miniers. C'était le droit de vivre ma vie sans être forcé de m'effacer pour le confort de quelqu'un d'autre. Les clés sont toujours accrochées près de la porte arrière. Même crochet, même anneau, même poids dans ma poche quand je les porte. Elles n'ont jamais changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont je les comprenais. Elles n'ont jamais été une question de pouvoir. Elles étaient une question de responsabilité, de se montrer présent même quand personne ne regardait, de tenir des promesses faites à des gens qui n'ont plus de voix. Je pensais que garder le ranch signifiait s'accrocher au passé. Maintenant, je sais que cela signifiait m'accrocher à moi-même. Je pense parfois à papa. À la façon dont il se tenait sur le pas de la porte à la fin de la journée, fatigué mais satisfait. Je pense à maman à la table de la cuisine, fredonnant en travaillant, créant un sentiment de foyer à partir de rien d'autre que de l'attention et du soin. Ils ne m'ont pas laissé de terre. Ils m'ont laissé une norme. Et pendant un temps, j'ai confondu cette norme avec le sacrifice. Je pensais qu'être loyal signifiait rester silencieuse, laisser passer les choses, absorber l'inconfort des autres pour qu'ils n'aient pas à y faire face. Je me trompais. Le silence n'est pas une faiblesse quand il est choisi. C'est une force quand il maintient une limite. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas menacé. Je ne me suis pas expliqué jusqu'à l'épuisement. J'ai dit non quand c'était important. Et j'ai laissé les conséquences retomber là où elles devaient être. Il y a encore des moments où ça fait mal. Des moments où je vois des sœurs rire ensemble en ville ou où j'entends quelqu'un parler de la famille comme si c'était toujours un endroit sûr. Le deuil ne disparaît pas simplement parce que vous avez fait le bon choix. Il change de forme. Il devient quelque chose que vous portez au lieu de quelque chose qui vous porte. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas perdu ma sœur parce que j'ai tenu bon. Je l'ai perdue quand elle a décidé que l'accès comptait plus que le respect. Ce que nous avons maintenant est plus calme,
plus petite et plus honnête. Ce n'est pas un échec. C'est la réalité. La terre à l'extérieur de ma fenêtre ne me juge pas. Elle répond aux soins, pas à la performance. Elle enseigne la patience sans demander la permission. Elle me rappelle chaque jour que la croissance ne vient pas de la force. Elle vient du temps, des limites et du fait de savoir quand arrêter de donner. Ce que j'ai gardé, ce n'était jamais la terre. Ce que j'ai gardé, c'était ma dignité. Et cela a fait toute la différence. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi.